la grande surprise, c'était donc quand j'avais eu l'Oscar pour Crack, là les Japonais sont Toshiko Nishi, qui travaille pour Laserdisc, est venu me rencontrer à Radio-Canada et il a commencé à me poser des questions puis sur mon travail, à regarder tout ce que j'avais fait. Et puis là, il y a eu un projet de Laserdisc sur. Et, et, et j'étais en train de travailler sur un film pour lequel je me donnais beaucoup de mal, qui s'appelait L'homme qui plantait des arbres. Et alors, L'homme qui plantait des arbres a remporté un Oscar. Et puis il a remporté le premier prix au festival de Hiroshima, qui avait été mis en place par Karenzo et Sayoko Kinoshita, qui avaient rencontré à Annecy et puis à Toronto, où ils avaient annoncé d'ailleurs qu'ils avaient l'intention de créer un festival japonais au Japon. Alors c'était une nouvelle très intéressante puisque tout se passait pas mal en Europe et en Extrême-Orient, enfin toute la création était assez négligée ou même déconsidérée parce que le Japon à ce moment-là était dans des situations assez difficiles et les artistes japonais travaillaient sur des films qui étaient produits aux États-Unis, à Los Angeles, et la production locale autochtone n'était pas du tout connue ou reconnue. Alors donc le festival de Hiroshima a tout de suite mis au premier plan la création japonaise et asiatique ensuite de films d'animation. Alors c'était un grand bonheur, un grand honneur. Et puis en fait, quand j'ai reçu le grand prix à Hiroshima pour L'homme qui plantait des arbres, alors c'était vraiment une grande joie, mais je ne pensais jamais que ça aurait des conséquences à long terme aussi riches et aussi incroyables, parce que dès l'apparition du disque laser, il y a aussi des parutions de livres illustrés sur Crack, sur l'homme qui plantait des arbres. Et puis alors, l'accueil au premier voyage à Tokyo, c'est quelque chose d'absolument incroyable. L'intérêt pour mon travail a pris des proportions vraiment incroyables là-bas. Et puis alors, il y avait justement Isao Takahata qui était vraiment extraordinaire parce que cette histoire de l'homme qui plantait des arbres avait beaucoup touché parce que les arbres sont une réalité mais aussi sont le symbole de tous les problèmes auxquels on peut s'intéresser et auxquels on peut intervenir pour une solution. Je trouvais que c'était un thème extrêmement important parce que sous ce thème du progrès, on a fait beaucoup de dégâts, c'est-à-dire toute la force, la machinerie, toutes les inventions qui ont été, tout ce qui était inventé pour faire la guerre, pour détruire, a été converti ensuite en machinerie pour conquérir la terre. Et enfin, ça n'a pas été toujours quelque chose de bien réfléchi. Et d'ailleurs, on vit encore dans les conséquences. Et pour combien de temps avant qu'on mette en place des moyens qui permettent à la vie et à la qualité de vie de survivre à cette exploitation qui est insensée, qui s'attache juste à la conquête des richesses, mais sans s'occuper de la qualité de vie et de la qualité de survie de tous les éléments qui existent dans le monde et dont nous dépendons, alors qu'il y a une explosion de population qui va devenir de plus en plus exigeante pour des ressources qui sont précieuses et qu'il faut préserver pour l'avenir. Moi, ce que j'ai essayé, ce que j'ai fait, finalement, j'ai dessiné pratiquement tous mes films tout seul, parce que
la motivation que j'avais en moi. Je n'ai jamais trouvé l'occasion de la transmettre vraiment. Et dans chaque coup de crayon que je le donnais, je le faisais pour une raison bien particulière, parce que je de donner le meilleur de moi-même en signification, en expression dans chacun des dessins, parce que c'est le dessin animé, c'est comme une chaîne, et la qualité de la chaîne dépend de chacun des chaînons. Alors, donc, je trouvais que chaque dessin qui est entré dans le film méritait qu'on lui donne le maximum d'intérêt pour que l'intérêt global du film arrive à exprimer ce qu'on sent profondément en nous. De votre rencontre avec le Japon et les Japonais, qu'est-ce que vous avez appris? J'étais émerveillé, je suis émerveillé de, la, de tout, de toute la patience, de tout enfin, le raffinement qu'on met dans l'expression de chaque détail. Dans tout l'art japonais, en fait, c'est à la fois la simplicité de certaines choses qu'ils veulent exprimer, et d'autre part aussi l'immense travail de raffinement qui est mis dans chaque dessin ou dans chaque construction, dans ces temples extraordinaires. Et puis alors, le souci aussi de maintenir des choses qui sont éphémères, qui sont fragiles, de les maintenir pendant des siècles, pendant des millénaires, en état de survie dans un pays où les traumatismes, les tremblements de terre sont d'extrême violence, qu'ils aient le culot de faire des temples de cette importance avec des toitures immenses, pesantes, et enfin, il y a une audace et en même temps aussi le courage d'entretenir et de réparer, d'entretenir chacun de ces monuments avec toute la qualité qu'il a eue dès sa création. On a l'impression que ces choses-là viennent d'être réalisées il y a quelques années, et en fait elles sont là depuis des siècles, que j'ai correspondu avec ces amis japonais. C'est tellement incroyable, parce que après tout ce qu'on a su de cette horrible guerre et toute la violence qu'il y a eu dans le monde, d'arriver au Japon et de rencontrer une nouvelle génération qui, elle, est aussi accueillante, aussi souriante, aussi émouvante. C'est une surprise pour moi. Ça a été quelque chose d'absolument renversant. Oui, oui. C'est le contraste. Et on espère que dans le futur, justement, autant que possible, on aille vers cette qualité de relation où on essaie justement de bien comprendre avec qui on est et qu'est-ce qu'on fait. Il faut qu'à long terme, toutes ces relations s'enrichissent à tout point de vue intellectuel et matériel. C'est tout ce que je peux souhaiter. Je ne peux pas le dire mieux.